C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition. Pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions en Europe notamment qui sont positifs à mi-séance. Après 2 séances de baisse et de correction, on reste sur l'idée d'une tendance à peu près neutre aujourd'hui et d'un gros manque de conviction de la part des investisseurs. Ça, c'est une réalité. Parmi les mouvements de marché intéressants à noter, le 10 ans allemand et les taux en Europe qui sont bel et bien repartis à la hausse puisque le 10 ans allemand a franchi ces dernières heures, ce matin, le seuil des 1,2%, ce qu'on n'avait plus vu depuis plusieurs années. Il faut remonter à 8 ans en arrière pour retrouver un 10 ans allemand autour d'1,2%. C'est donc un nouveau seuil symbolique qui a été franchi sur les marchés obligataires en Europe à une semaine désormais de la réunion de la Banque Centrale Européenne, alors que le consensus est bien formé désormais au sein du Conseil des gouverneurs. Oui, la normalisation est indispensable et il faut qu'elle ait lieu au cours des prochains meetings. On sait qu'il y a une réunion la semaine prochaine, bien sûr. Il y aura une autre réunion le 21 juillet, sans doute pour une première hausse de taux du côté de la Banque Centrale Européenne. Sur le front de la macroéconomie américaine, on va suivre dans les prochaines heures et jusqu'à demain la dynamique du marché du travail américain avec l'enquête ADP pour les créations d'emplois du secteur privé au mois de mai qui sera publié cet après-midi. On attend un chiffre de création d'emplois autour de 300 000 et puis on aura demain le compte-rendu du Bureau des statistiques américains sur l'ensemble, la totalité de la dynamique du marché du travail sur le mois de mai avec là aussi des créations d'emplois qui devraient se maintenir à un niveau décent au mois de mai aux États-Unis. Enfin, du côté des entreprises, on notera une valeur qui se détache aujourd'hui au sein du marché parisien. C'est Saint-Gobain, alors que se tient aujourd'hui son assemblée générale. Saint-Gobain qui vient de réaliser et d'annoncer une acquisition au Canada, en Amérique du Nord, et Saint-Gobain qui en profite aujourd'hui pour signaler que le premier semestre de cette année 2022 sera un semestre record en termes de profitabilité pour le groupe. Les marchés européens se redressent à mi-séance après 2 séances de baisse consécutives. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Le CAC reverdit à la mi-journée dans l'attente de la réunion de l'OPEP+, et des premières données sur l'emploi américain. On attend aussi les chiffres de la productivité et des commandes à l'industrie aux États-Unis. L'indice parisien, ou plus précisément les valeurs du luxe, profitent pour l'heure des nouvelles mesures de relance chinoise. À noter que la bourse de Londres est fermée aujourd'hui et demain en raison des festivités organisées à l'occasion des 70 ans de règne d'Élisabeth II. Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole poursuivent leur correction. Ils font les frais d'information du Financial Times, selon lesquels l'Arabie Saoudite envisagerait d'augmenter sa production suite aux sanctions envers la Russie, un repli qui profite au marché parisien. Seul indicateur paru pour l'heure dans la zone euro en mai, les prix à la production industrielle ont augmenté d'1,2%, soit moins que la hausse de 2% attendue. Sur le front des valeurs, Rémi Cointreau, qui publiait aujourd'hui, a enregistré des profits records sur son exercice 2021-2022 et annonce une nouvelle année de croissance exceptionnelle. Le chiffre d'affaires a atteint 1,3 milliard d'euros en progression de 30% sur un an. Il table pour le prochain exercice sur une marge brute de 72% et une marge opérationnelle de 33%. Pour appuyer sa stratégie autour du luxe, Rémi Cointreau entend réduire fortement le poids de la distribution et développer la relation en direct avec ses clients. Dans son sillage, son concurrent Pernod Ricard grimpe. Et puis la plus forte hausse du CAC revient à Saint-Gobain. Le fabricant anticipe un résultat d'exploitation record et une marge à 2 chiffres pour le premier semestre de son exercice 2022. Sur les 6 premiers mois de l'année, le groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation dépasse le niveau record du premier semestre 2021 et que la marge d'exploitation atteigne un niveau à 2 chiffres. Double rendez-vous pour les informations quotidiennes de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Parlons
Macroéconomie, pour entamer cette édition de la mi-journée avec Nadia Garbi qui est avec nous à distance, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous en visio depuis la Suisse. On parlera d'ailleurs de la Suisse, on en parle trop peu de la dynamique d'inflation en Suisse, mais revenons d'abord sur les données qu'on a pu avoir en Europe ces derniers jours, que ce soit l'inflation du mois de mai ou les révisions également de croissance pour le premier trimestre. Le cas français est assez frappant, Nadia. La France, grâce à la stratégie de protection gouvernementale, bénéficie, je le dis ainsi, d'un des taux d'inflation les plus faibles en Europe. Quand on prend les mesures harmonisées par Eurostat, on est à 5,8% sur un an. Oui, c'est beaucoup, mais on a des taux d'inflation à 2 chiffres dans certains pays d'Europe aujourd'hui. Et malgré cela, on a vu un effondrement de la consommation en France au cours du premier trimestre qui justifie d'ailleurs cette contraction de l'activité économique, moins 0,2% selon la deuxième estimation qui a été publiée cette semaine. On a l'impression quand même que les effets récessifs de l'inflation vont très très vite attaquer la consommation en France. Alors oui, bon, il ne faut pas l'oublier qu'au premier trimestre, on était tout de même encore pénalisé par le variant Omicron et les restrictions pour contenir le variant. Après, il est vrai qu'on a une partie de la baisse qui s'explique par les répercussions de la crise en Ukraine et la flambée des prix. Maintenant, je dirais que pour le deuxième trimestre, on devrait tout de même bénéficier de ce momentum de réouverture. Donc, oui, c'est vrai que d'un côté, on est pénalisé par la flambée des prix en France, mais pas seulement. Hein, la consommation privée c'est aussi contracté, par exemple, en Allemagne, même si le PIB la croissance du PIB était positive au premier trimestre. Mais je dirais qu'en tout cas, pour le deuxième trimestre, nous, on table sur une croissance positive et un regain de la consommation en France. Après, un autre point important pour l'économie française, c'est qu'on a moins de rattrapage à faire post-Covid. Il ne faut pas l'oublier qu'en France, on était déjà au niveau d'avant-crise au dernier trimestre de l'année passée, ce qui n'est pas le cas pour d'autres économies et qui explique pourquoi aussi on a plus de rattrapage à faire post-Covid dans d'autres économies qui sont aussi très orientées vers la consommation, comme par exemple en Espagne. Donc l'idée pour l'instant, c'est quand même plutôt celle peut-être d'un trou d'air et que notamment la dynamique de consommation pourrait reprendre au deuxième trimestre. C'est pas encore certain qu'on aligne en France, par exemple, 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB aujourd'hui, Nadia. Tout à fait. Alors, la croissance ne sera pas spectaculaire. On aura tout de même un impact sur les consommateurs. Nous, on tape sur une croissance de 0,3% au deuxième trimestre pour l'économie française, avec tout de même un coût lié à la crise en Ukraine. Maintenant, c'est vrai qu'on a toutes ces mesures mises en place. On sait aussi que le gouvernement a mis en haut de la pile le pouvoir d'achat. Donc, on devrait avoir des mesures supplémentaires après les législatives et ceci devrait compenser une partie du choc lié à la hausse des prix. On a des marges, la politique budgétaire, fiscale a encore suffisamment de marge de manœuvre aujourd'hui pour adresser la question de l'inflation, notamment pour les ménages les plus modestes, Nadia. On ne sait plus trop où on en est du quoi qu'il en coûte, pour dire les choses. On a encore des marges de manœuvre. Pour combien de temps ? Oui, alors c'est une bonne question. Je dirais qu'on a encore une marge de manœuvre. On a ces règles fiscales qui sont suspendues en 2022, qui le seront aussi vraisemblablement en 2023. Donc, du côté, je dirais, des gouvernements, on a tout de même encore un peu de marge de manœuvre, mais il est vrai qu'on est dans un contexte de remontée des taux, donc le sujet aussi de la dette va revenir sur le devant de la scène. Mais en tout cas, à court terme, c'est vrai que les gouvernements n'hésitent pas à essayer de contenir un peu les effets de la hausse des prix sur les consommateurs. Donc je dirais qu'on a encore un peu de marge de manœuvre. Et au niveau européen, on ne voit pas vraiment encore de consensus émerger sur une solution européenne avec des émissions d'obligations européennes conjointes pour justement l'énergie, mais aussi la défense. Non, c'est une conversation qui est bloquée effectivement à ce stade. Du point de vue de la Banque Centrale Européenne, Nadia, bon, c'est le sujet permanent. On est à une semaine de la prochaine réunion. Est-ce que vous avez le sentiment que l'approche graduelle
25 points de base par 25 points de base est l'approche qui va réunir le plus de gouverneurs la semaine prochaine? Alors oui, je dirais c'est vrai que les surprises à la hausse de l'inflation cette semaine vont raviver la discussion sur potentiellement une hausse de 50 points de base en juillet, mais je dirais que le consensus, en tout cas, reste sur 25 points de base en juillet, 25 points de base également en septembre et en décembre. Mais effectivement, je pense que si on a de nouveau une surprise à la hausse de l'inflation avec le chiffre du mois de juin qui sera publié début juillet, on aura de nouveau ces discussions et notamment de la part des hawks qui vont essayer de pousser pour 50 points de base. Mais je pense qu'à ce stade, en tout cas, on reste sur une dynamique de 25 points de base par meeting juillet, septembre, décembre. Surprise, je ne sais pas, tout est relatif, mais en tout cas, on imagine que le chiffre d'inflation pour le mois de juin, publié donc début juillet, avant le meeting du 21 juillet de la Banque Centrale Européenne, sera sur un an plus élevé que les 8,1% qu'on a déjà atteint au mois de mai, Nadia. Oui, c'est possible. Alors, ce qui a surpris, je dirais, dans le chiffre du mois de mai, plus que l'inflation globale, c'est la force de l'inflation core. Et je pense vraiment c'est ce qui reste, c'est à mon avis le focus de la BCE, c'est vraiment cette inflation core où on devrait rester tout de même autour des 4% ces prochains mois d'inflation core, ce qui met un peu mal à l'aise la plupart des membres de la BCE. Donc effectivement, si on a une surprise à la hausse pour le chiffre du mois de juin, effectivement, on pourrait avoir une discussion à nouveau sur les 50 points de base. Et puis à noter aussi que l'embargo sur le prix, les importations de pétrole peut potentiellement représenter des risques à la hausse sur l'inflation globale dans les mois à venir, si justement on a cette réaction sur le prix du pétrole qui ne s'est pas encore matérialisé, mais voilà, il faut aussi surveiller ça de près. 3,8% pour l'inflation sous-jacente sur un an en zone euro au mois de mai, selon la première estimation qui a été livrée cette semaine. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'inflation en Suisse, Nadia? Parce que j'ai regardé les chiffres, vous êtes à peine à plus de 2,5% d'inflation sur un an au mois de mai. Je crois que le chiffre a été livré ce matin. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'inflation et pourquoi est-ce que ça génère pourtant autant de stress, visiblement, chez les autorités monétaires suisses, Nadia? Oui, alors on est à 2,9% au mois de mai, on était à 2,5% au mois d'avril. Alors il ne faut pas oublier qu'en Suisse, l'inflation était en territoire négatif début 2021, donc on a tout de même un point de départ beaucoup plus bas que le reste, enfin que d'autres pays. Maintenant, qu'est-ce qui explique, je dirais, la relative faiblesse de l'inflation suisse? Tout d'abord, vous avez la force du franc suisse qui rend les importations notamment de produits énergétiques moins chers. Ensuite, vous avez aussi l'énergie mix. En Suisse, on est très peu dépendant du gaz pour créer de l'électricité. Et enfin aussi, on a aussi des facteurs structurels qui poussent les prix à la baisse dans certains secteurs, notamment les coûts de la santé ou les loyers qui ne sont pas pour le moment un problème en Suisse. Donc on a une combinaison de facteurs qui fait qu'en Suisse, l'inflation est moins élevée qu'en zone euro. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu un peu les autorités monétaires être relativement stressées sur ces chiffres d'inflation, avec notamment des commentaires plutôt, je dirais, hawkish de la part des banquiers centraux en Suisse. On n'a pas vraiment l'habitude, ils restent plutôt prudents. Il ne faut pas l'oublier qu'en Suisse, on a les taux les plus bas avec moins 0,75%. Donc voilà, ils sont prêts aussi à resserrer leur politique monétaire, selon toute vraisemblance, après la Banque centrale européenne, donc commencer à resserrer au mois de septembre. Mais on ne peut pas exclure une surprise au mois de juin si la BCE venait à être plus hawkish que prévu la semaine prochaine. Bon, même la Suisse commence à être gagnée par l'inflation avec un peu de retard et dans des niveaux qui sont quand même très différents de ceux qu'on peut connaître aujourd'hui en zone euro. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous en visioconférence depuis la Suisse, bien sûr, depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Et
on retrouve Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance, pour évoquer la situation de marché. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Bon, on attaque le 6e mois de cette année 2022, après 5 mois de baisse quasi continue, des marchés actions, mais pas que, hein, les marchés obligataires aussi ont été énormément corrigés depuis le début de l'année. Est-ce que ça peut être encore pire ? C'est ça la question, Franklin. Après 5 mois de purge continue. Oui, alors pire. Bon, finalement, le bilan du mois de mai n'est pas catastrophique. Non. Hein. Sur un mois, on perd 1% sur le CAC. Hein. La fin du mois de mai a permis de rattraper un Exactement. petit peu et de corriger la descente. Ce qui s'annonçait comme un nouveau mois de baisse. Oui. Voilà. Donc voilà, globalement, ça reste une situation compliquée. Alors, est-ce qu'on peut voir quelque chose de pire ? Écoutez, vous évoquiez avec Nadia à l'instant ce problème d'inflation et de consommation. En France, en Europe en général, et pour prendre la France en particulier, on voit qu'avec 5,1% d'inflation sur le mois de mai, on a immédiatement la consommation qui se prend les pieds dans le tapis. Vous regardez aux États-Unis où on a là pour le coup plus de 8% d'inflation et vous avez la consommation qui tient, qui continue de très très bien tenir. Donc deux zones, deux comportements totalement différents qui sont un peu plus confortable aux États-Unis, même si du coup, souvenez-vous, il y a 15 jours, on parlait du mur des craintes auquel on était confronté. Parmi ceux-là, il y avait la Fed. Et la Fed, c'était, on surveille étroitement ce qui se passe, et si ça surchauffe, on sera obligé de maintenir une politique très, très dure. C'est-à-dire que si ça va trop bien, ça reste négatif pour les marchés, dans le sens où ça oblige la Fed à remonter, à continuer d'être toujours plus remonter de façon précipitée, régulière, 0,75, etc. Et puis on avait eu Powell qui avait calmé le jeu, et on a eu hier le livre beige, le beige book là, de la Fed, où quand même, malgré tout, il disait que si c'était possible, on continuerait de calmer le jeu. Mais avec cette consommation aux États-Unis, il y a peu de chances qu'ils calment le jeu. Ils ne pourront pas faire autrement. Même les SM manufacturiers hier repartaient à la hausse. Exactement. Surprise à la hausse sur les SM manufacturiers. Je pense que Christine Lagarde est dans une position beaucoup plus compliquée. Parce que nous, on est dans une inflation à 5,1. On nous parle, et c'est vous qui me parliez du chiffre de Goldman ce matin, on parle d'une inflation à 7,9 au mois de décembre. Goldman Sachs voit pour la zone euro une inflation qui restera à peine inférieure à 8% sur un an en fin d'année en zone euro. Voilà. Et ça ne semble pas se calmer pour le moment. Donc, visiblement, on va être dans un phénomène où on passerait et on resterait sur une zone de 8% sur l'inflation. Donc, quid derrière de l'économie, des entreprises, des marges et tout ce qui s'ensuit. Dans ce mur des craintes, on avait la Fed qu'on vient d'évoquer. On avait la Chine qui, quand on en parlait, il y a encore 15 jours, était encore confinée ou commençait tout juste à lever. Finalement, on a eu ce déconfinement, on a eu les plans de relance, et puis, ça a peut-être contribué au léger rattrapage des marchés, mais ça n'a pas été le grand boom qu'on attendait. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va attendre l'OPEP+. Si effectivement les pays du Golfe, l'OPEP laisse sur le bord de la route les Russes et augmentent leur production, on va voir le pétrole baisser. Et ce sera un nouveau signal fort dans le bon sens. Si ça n'est pas le cas, souvenez-vous de la séance d'hier, jusqu'à 16h, les marchés étaient orientés à la hausse parce qu'on croyait que le sujet était sur la table. On a eu un communiqué nous disant à 16h que c'était absolument pas évoqué. Et du coup, les marchés ont reperdu tout ce qu'ils avaient gagné, et même pire, puisqu'on a fini en baisse sensible. Là-dessus, cet après-midi, avec le bilan de la conférence de l'OPEP, on verra un petit peu quelle est la position de l'Arabie Saoudite et des pays. On verra si, du coup, on peut s'attendre à une légère détente sur le prix des matières premières, du pétrole en particulier. Et si c'est le cas, ça peut être un nouvel élan pour les marchés. Si ça n'est pas le cas... C'est important pour l'Europe, le pétrole, parce que c'est vrai que la stratégie géopolitique va un peu en contradiction avec la stratégie économique. C'est-à-dire que maintenir la tension avec la Russie, mettre en place un embargo sur les produits pétroliers, ça risque de maintenir effectivement les cours du pétrole à des niveaux suffisamment élevés pour que l'inflation, au mois le mois,
continue de progresser en zone euro. C'est-à-dire que le pic s'éloigne chaque jour un peu plus devant nous. Hein. Et ça, effectivement, c'est ce qui explique en partie qu'on puisse se retrouver en fin d'année avec une inflation qui n'aura pas encore commencé vraiment à baisser en zone euro. Hein. Donc la bonne surprise, ça pourrait être qu'effectivement, ce serait important. L'OPEP dise, écoutez, on prend en compte l'environnement géopolitique et nous, on augmente la production. Du coup, on aura une baisse du pétrole et, comme vous le dites, une baisse de l'inflation. Donc ça va être intéressant. Donc ce mur des craintes qu'on avait, finalement, alors qu'on commence à dégrossir certains des points, on voit que ça n'a quasiment pas d'effet sur les marchés. Pas suffisant. Si on est début juin, on aura une fin de premier semestre dans quelques semaines, s'il ne se passe rien de vraiment marquant, un électrochoc sur les marchés, on va craindre les publications du S1 et ces publications qui démarreront vers le 15 juillet. Mais je pense que si c'est rien passé d'ici le 30 juin, beaucoup d'investisseurs vont commencer à se dire que le discours des entreprises lors des publications risque d'être plutôt sombre, voire réservé, ce qui n'a pas été le cas. On a assisté à ce changement de discours pendant la saison des publications entre les premières et les dernières. En toute fin de saison, on a eu les warnings de Walmart, Target, Snap, etc. Exactement, et on a vu les secteurs, c'était à qui le tour, et on a vu les secteurs qui faisaient des warnings. Mais si on n'a pas de réveil et d'électrochoc d'ici la fin du mois, je pense que beaucoup d'investisseurs vont craindre ce que vous évoquez. Peut-être une nouvelle jambe, de correction, parce qu'on n'y verra pas plus clair et parce que l'Ukraine continuera de peser, l'inflation surtout, qui est le mal numéro 1 qui a pris la pole position des soucis des investisseurs aujourd'hui, eh bien on sera obligé de reporter peut-être de 3 mois une solution sur un pic qui serait reporté, comme vous le disiez à l'instant. Donc on est dans une situation très inconfortable. Vous me disiez, si vous m'autorisez à le dire, que vous rencontrez peu d'investisseurs et de gérants qui ont des convictions aujourd'hui. Bien sûr. Ajoutez-moi à la liste. Il est impossible d'avoir des convictions aujourd'hui. J'en aurai une un peu plus après l'OPEP tout à l'heure. On en aura un peu plus avec Christine Lagarde et la BCE la semaine prochaine. Mais on s'attend à toute chose et son contraire du jour au lendemain. C'est très compliqué, et ça confirme l'idée qu'on continue d'avoir du cash dans les portefeuilles, qu'on remodélise un petit peu nos portefeuilles quand vraiment des titres ont bien baissé. On se dit, c'est pas possible, on a le temps pour nous, donc on revient. Mais on se dit, on va peut-être se prendre dans la semaine qui vient la porte de sa lune dans la figure. Et ce qui s'est passé, on a pu investir hier ou avant-hier, on repère ce qu'on déjà sur ces petites positions. Mais même si on n'est pas du tout inquiet à moyen ou à long terme. Mais c'est vrai qu'à très court terme, il y a une navigation à vue qui est absolument complexe et impossible. Oui, puis comme vous le disiez, les résultats du deuxième trimestre, et ça fait quelques trimestres qu'à chaque fois on se dit, est-ce que c'est le trimestre où on va commencer à voir l'inflation manger les marges des entreprises? Et jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Mais on sent bien quand même que ce deuxième trimestre sera peut-être un peu plus challenging, avec quand même des nouvelles qui ont continuer de faire baisser des cours de bourse. Il y a eu des vrais effets surprises sur Walmart, sur Target, Maison du Monde, si on veut prendre une entreprise française qui a averti, je crois, la semaine dernière. Là aussi, c'est une baisse du cours de bourse de 25%, alors que les marchés ont déjà baissé, alors que les marchés nagent dans le pessimisme depuis des mois. On voit bien que quand la partie fondamentale commence à être attaquée, tout n'est pas encore totalement pris en compte par les investisseurs. Ça marche aussi à l'envers, c'est-à-dire qu'une boîte comme Salesforce hier, alors le cours de bourse de Salesforce, c'est trop cher, Salesforce, ça se paye 50 fois, ça se paye encore plus de 30 fois. C'est vraiment typiquement le genre de valorisation que le marché ne supporte plus aujourd'hui. Donc Salesforce avait vu son cours de bourse dévisser de 40% depuis le début de l'année, mais publication avant-hier soir, je crois, c'est bon. Les prévisions sont relevées. Bon, le titre reprend quand même 10% hier à New York. Il y a quand même l'idée que les fondamentaux, à un moment, retrouvent un peu d'intérêt aux yeux des investisseurs. Oui, c'est vrai. Et pour poursuivre sur Salesforce,
Pour replacer les choses dans le contexte, vous parliez de la baisse depuis le début de l'année, mais le plus haut de Salesforce était $320. On est tombé à 160. Le titre a été divisé par deux. Donc divisé par deux, même s'il se paye encore un peu cher, chaque chose quand même, on peut se projeter un petit peu sur une boîte qui est quand même incroyable et que se mettre un petit ticket sur Salesforce qui a baissé de 50%, ou un peu moins maintenant puisqu'elle a légèrement rebondi sur ses plus bas, c'est pas un mauvais pari à moyen terme. Et puis, par rapport à ce qu'on disait précédemment, je continue de croire qu'il faudra à un moment avoir un biais peut-être plutôt américain qu'européen, parce que le mur des craintes sera durable pour nous et beaucoup moins durable pour les États-Unis. Bon. Et puis, alors, il y a une entreprise là, qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est Saint-Gobain. Et c'est vrai que la séquence en termes de flux de nouvelles est assez fournie pour Saint-Gobain. Il y a cette acquisition au Canada pour un peu moins d'1 milliard de dollars. Donc, c'est quand même une acquisition un peu visible sur le marché nord-américain. Il y a l'Assemblée générale aujourd'hui. Et puis, il y a des prévisions, alors là, pour le coup, qui sont très positives. Le premier semestre sera un semestre record en termes d'activité, de profitabilité pour un groupe comme Saint-Gobain. Là aussi, le marché est quand même prêt à payer un peu ce genre de bonnes nouvelles. Oui, il y avait une acquisition qui avait été faite il y a longtemps déjà aux États-Unis, et puis au Canada maintenant, c'est un petit peu le pendant pour tout ce marché nord-américain, donc c'est une bonne chose pour Saint-Gobain. Vous savez que j'aime pas trop Saint-Gobain dans l'absolu, mais j'ai été très étonné effectivement, je vois qu'il y a plus de 13-14 analyses qui sont très positives sur Saint-Gobain. Je vois des objectifs de cours entre 70 et 100 euros. Ah oui. Je vois Odo qui s'enflamme, JP Morgan qui est très challenging sur la valeur et qui salue non seulement les résultats, mais les virages qui sont opérés. N'oublions pas qu'on a un fonds activiste, Bluebell Capital, qui demande à corps et à cri le départ de Pierre-André de Chalandard, qui, par ailleurs, demande que le groupe fasse les mutations qu'il est en train de faire. On parle des acquisitions au Canada. Il a fait des sessions en Grande-Bretagne et en Autriche récemment. On voit il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses, le groupe se réinvente. Et puis, effectivement, dans la rénovation, dans le neuf, l'activité qui vient d'être achetée au Canada, c'est 90% sur les maisons individuelles et l'immobilier individuel. Donc, c'est vraiment un créneau porteur qui s'ouvre, que complète et parachève Saint-Gobain. Oui, il faut peut-être que je change d'avis. Non, mais si. Non, mais ça montre que... Moi j'aime bien la thématique acquisition, parce qu'on voit beaucoup de groupes industriels, enfin, c'est pas des financiers qui viennent aujourd'hui faire des acquisitions, compléter leur portefeuille, prendre de l'avance, gagner des parts de marché, etc. Visiblement, de ce point de vue-là, il y a un côté un peu business as usual. On fait la liste des deals, mais il y en a eu beaucoup. Broadcom, VMware dans la tech, Saint-Gobain aujourd'hui. On a vu un gros deal dans la chimie cette semaine en Europe. De ce point de vue-là, les affaires continuent d'une certaine manière. Exactement, oui. Et c'est ce qu'on disait, on revient vraiment sur des fondamentaux, sur l'économie d'hier un petit peu. Après la bulle de 2001, on a l'économie, ancienne économie, c'est-à-dire l'économie réelle, était jetée à la poubelle et puis a retrouvé ses lettres de noblesse. Et puis là, effectivement, c'est un peu le retour de la tech où on est sur des sommets qu'on est en train de corriger. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des boîtes qui ont des vrais fondamentaux, des vrais projets industriels et qu'elles ne se payent pas très cher. On parle aussi d'une vraie dynamique sur les dividendes des sociétés avec aujourd'hui des boîtes très sérieuses qui font des résultats, qui ont des perspectives, qui sont au mauvais moment pour le moment, mais c'est l'occasion de pouvoir les récupérer avec des rendements de 4, 5, 7, 8, 10%, comme c'était le cas pour Crédit Agricole. Bien sûr, stratégie de rendement. Ça, effectivement, ça permet de dormir sereinement et de préserver quand même le capital en bourse. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours, le jeudi à 12h30 dans Smart Bourse, directeur général de Kipling Finance.